Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Je sais que certains d'entre vous arrivent en mode, bon, j'ai failli rater ça. Bon, ne vous inquiétez pas. On vous voit et on est content que vous soyez là quand même. Alors, je m'appelle Doxy Abouta, je suis software engineer et AI adoption lead à MTN Benin. Aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner dans ce talk en tant que modératrice. Alors, ce sera vraiment, comment dirais-je, c'est un mode, nous allons y aller sans filtre. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de développeurs vivent, mais dont personne ne parle franchement. Le recrutement tech au Bénin et en Afrique. Alors, nous ne sommes pas ici pour tenir les beaux discours des RH, mais nous avons des réponses des réponses qui viennent de la vraie vie. Et ici, nous sommes à PyBJ Talk. Déjà, qu'est-ce que le PyBJ Talk? C'est le format de Python Bénin où on met les gens qui décident autour d'une table. Et ce soir, nous serons autour d'un écran et on leur pose des questions que vous, les devs, vous brûlez de poser depuis longtemps. Et ce soir, le thème, c'est du CV au contrat. Et j'espère que vous êtes prêts à vous embarquer dans cette discussion. Alors, si vous êtes avec moi, tapotez l'écran, mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les boosters. Parce que je veux pas être seule à parler. Je ne vois que Jonathan. OK. Horace, oui, Julius, Florentin. Waouh. Merci beaucoup, Oswald. Nous sommes plus de 36 dans le talk. Si vous avez des amis, des collègues, envoyez-leur le lien pour qu'ils puissent suivre également et ne pas rater cet épisode-là parce que ce sera chaud. Et avant de commencer, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager l'écran pour montrer le sondage? Donc, avant ce soir, nous vous avons posé une question simple. Laquelle de ces questions vous voulez qu'on pose absolument? Et les résultats, ils nous ont dit quelque chose de très intéressant sur vous. Je n'ai pas encore l'écran, mais je vais vous annoncer les résultats. Déjà, comment négocier son salaire, qui a eu un vote de 39%. Obtenir du télétravail également, qui a eu un vote de 39%. Comprendre la culture d'entreprise, qui a eu un vote de 12%. Et quel type de contrat choisir, qui a eu un vote de 9%. Alors, comme vous tous, moi, j'aime beaucoup l'argent. Donc, l'argent a pris le dessus. Et comme nous sommes entre devs, les devs aiment rester chez eux, rester dans leur coin pour travailler, ne pas se mélanger dans l'entreprise. Donc, beaucoup ont également choisi obtenir du télétravail. Et franchement, c'est raisonnable. Et ce soir, nos guests n'auront pas le choix de répondre à ça. Alors, maintenant, permettez-moi de vous présenter les personnes avec qui nous allons passer les prochaines heures. Déjà, quand ils cherchent un dev, ils ne cherchent pas un CV. Ils cherchent quelqu'un qui va pas, ils cherchent quelqu'un qui ne va pas partir dans 6 mois. Alors, je vais nommer Monsieur José Carlos, CEO de Trellis. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en présentiel que vous n'allez pas applaudir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, il viendra se présenter également à vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce monsieur et connaissent également cette entreprise tellement prisée dans le monde des développeurs.
Ensuite, il a vu passer des centaines de candidatures. Il sait reconnaître un bon profil en 2 minutes. Ce soir, nous allons lui demander comment. Je vous présente Monsieur Arcadius, responsable projet en charge de l'identité digitale et e-gouvernance à Smart Africa. Il a déjà été DSI à la sienne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, je n'ai même pas dit, tout le monde applaudissait déjà. Donc, Monsieur Arcadius, vous avez la côte. Alors, et à mes côtés, ce soir, nous avons 2 développeurs qui ont accepté de jouer le jeu. Ils ne sont pas là pour faire semblant, mais pour poser les vraies questions que vous avez dans la tête. Je vais nommer Monsieur Savi Kevin, développeur et membre de Python Bénin. Ce soir, il parle en votre nom. Et il est software engineer à Camo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et enfin, nous aurons Givaros Beto, développeur également à Kakiapi, membre de Python Bénin, et il a la réputation de poser des questions qui mettent mal à l'aise, mais en bien quand même. Donc, c'est ceux qu'il vous faut qui sont là aujourd'hui. Merci, merci, tapotez, mettez les cœurs. Alors, aujourd'hui, nous allons instaurer quelques règles. Ce ne sera pas comme d'habitude. Alors, nous n'aurons pas de réponse polie ce soir. Ce soir, nous voulons du vrai, du concret et du vécu. Donc, si vous avez envie de dire quelque chose, même si c'est choquant, vous pouvez le dire dans le et c'est pour cela qu'on est là. Donc, si vous avez des questions, passez-les par le chat et je les lirai en direct à la fin. Et les meilleures questions auront droit à une vraie réponse. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. So, merci à tous. Et pour commencer, je vais inviter M. Savi Kevin et M. Givaros Beto. C'est votre moment et vous avez les questions, les guests ont les réponses. Merci beaucoup et à vous le micro. À tout à l'heure. Merci Lucie pour m'avoir passé la parole. Donc moi, c'est Savi Kevin. Je sais pas, vous m'entendez très bien, j'espère. Oui, 5 sur 5. Oui. Super. Ok, donc sans plus tarder, je vais aller déjà sur la première question. Donc la première question que j'aurais à poser, c'est de savoir euh, lorsque aujourd'hui les guests reçoivent un CV, quels sont les éléments premiers qui leur donnent envie au fait d'éviter un candidat à un premier entretien au-delà de ses compétences techniques qu'il aura listées dans son CV? Donc ça, c'est la première question déjà que je vais poser. Alors, qui prend la parole? Monsieur José ou Monsieur Arcadius? À vous le micro. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. José Carlos de Trellis, j'espère que vous m'entendez. Ok, cette question souvent ça revient et puis les gens se demandent qu'est-ce qui est important dans le CV. Ok, ça techniquement ça va dépendre du candidat et ça va dépendre du poste. Si le candidat, c'est un junior, quelqu'un qui vient de sortir d'école, qui a juste 1, 2 années d'expérience, techniquement, le CV, ça ne tient pas. C'est pas si important que ça. Et je vous dirai les raisons. À l'interne, ici à Trellix,
nous avons tout un processus informatisé où les gens doivent postuler en ligne, remplir des formulaires et tout ça. Et c'est ça qui fait qu'on enlève le CV du facteur pour un junior. Mais par contre, quand ça devient un senior, là, c'est différent. Qu'est-ce qui est recherché dans le CV? À part la forme, euh, quand je dis la forme, la structure des mots et les polices utilisées et la taille des polices et tout ça, dans le fond, ce que nous recherchons, au fait, c'est une logique de carrière. Et qu'est-ce que je dis par logique de carrière? J'ai pas besoin de quelqu'un qui fait, en tant que senior, qui fait 2 ans dans chaque entreprise et s'en va. Et le but d'une entreprise, c'est de se faire de l'argent. Je dois rentabiliser sur mon investissement. Donc, quelqu'un qui a une logique de carrière, quelqu'un qui sait là où il va, quelqu'un qui a assez d'expertise dans un domaine donné ou dans un stack donné, et quelqu'un qui a une culture de leadership quand il est senior. Et là, c'est avec ça, un CV qui a ces différents critères-là, la personne est le bienvenu. Merci. Ok, super, super. J'ai bien compris votre réponse. Je suis sûr que tout le monde l'a bien compris aussi. Pour enchérir, je voulais vous demander aussi, par rapport à ces CV, est-ce qu'il y a un tri, le tri que vous faites aujourd'hui chez vous, est-ce que ce tri est manuel ou bien c'est des logiciels que vous utilisez pour faire d'abord un tri avant d'aller maintenant sur les CV qui sont triés pour maintenant faire une autre analyse personnelle dessus? Nous utilisons les deux méthodes. Euh, Tout ce qui est incoming CV vient dans un logiciel qui essaie de le dispatcher d'une manière donnée. Maintenant, quand elle est dans le logiciel, la personne RH est instruite de regarder certains critères clés. Je vais vous donner un exemple. Euh, on dit souvent une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. On demande à un candidat quelle est votre prétention salariale. Il commence la première lettre par une lettre minuscule. On se dit celui-là ne fait pas attention aux détails, n'est-ce pas? Donc, c'est là que l'individu vient et essaie de filtrer les candidats. Après ça, le logiciel, après avoir sélectionné pour, comment on appelle, to be invited, là maintenant, un logiciel s'occupe de ça et fait toute la paperasse qui reste. Ok, super. Est-ce que déjà là, vous n'avez pas peur déjà qu'à ce niveau, vous ayez perdu des candidats qui ont quand même un potentiel fort pour ce que vous voulez, pour le poste que vous avez à promouvoir? Le potentiel, il est fort, il est intéressant, mais comme on dit, first impression is everything. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'habit qu'on identifie le moine. Donc, si un candidat, fort ou pas, veut passer cette étape, être invité à un entretien, il a besoin de bien se présenter. On ne peut pas faire ça. Ok, je comprends. Bon, je ne sais pas si c'est déjà le moment de prendre des questions parce que j'ai vu Parten lever la main. Et donc, si je ne sais pas si on peut prendre des questions déjà ou si c'est à la fin. Je pense qu'on peut y aller. Patrick peut poser la question. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, c'est Parten Amalin. Je suis entré, enfin, j'ai rejoint le train un peu plus tard, mais j'ai entendu rapidement euh, monsieur, un instant, je vérifie le prénom, monsieur Jos Carlos, qui disait qu'il fallait avoir une logique de carrière en tant que senior et que, si je comprends bien, et que quand quelqu'un fait 2 ans dans une entreprise, et qu'il s'en va, pour vous, c'est pas quelqu'un de recrutable. C'est ce que vous êtes en train de dire ou bien j'ai mal compris? Oui. Je considère un senior quelqu'un qui a environ 8 ans d'expérience, probablement qui tend
vers ses 10 années d'expérience avant de devenir expert. Et si la personne a pu passer pendant 8 ans dans 4 entreprises différentes, c'est un pattern de quelqu'un qui ne fait que 2 ans. Et en tant qu'entreprise, je ne suis pas sûr que je vais investir dans cette personne. Ok, donc vous voulez quelqu'un qui va rester sur le long terme, au détriment, bien sûr, de la qualité de la prestation qu'il fournit. La logique, c'est quoi? S'il avait une bonne qualité, s'il a une bonne prestation, je suis sûr que d'autres personnes vont le garder. Il y a peut-être des contraintes, par exemple. Moi, par exemple, je ne suis pas apte, ou je dirais que je ne suis pas le genre de personne à vouloir m'éterniser dans une entreprise. On m'appelle pour un problème spécifique, je viens, je résous le problème et je m'en vais parce que j'ai pas envie de rester dans une entreprise. Et ça ne veut pas dire que je ne fournis pas une prestation à la hauteur des attentes ou encore plus même. Juste que pour moi, je ne veux plus rester en entreprise tout simplement. Je fais. Votre micro est coupé, Monsieur José. On dirait que votre micro est fermé, Monsieur José Carlos. On ne vous entend plus. D'accord. C'est bon maintenant? Oui, oui. OK. Le scénario que vous avez donné tout à l'heure, c'est dans la logique de quelqu'un qui est dans une prestation de service. C'est différent de quelqu'un qui veut travailler pour une compagnie. Donc, quelqu'un qui veut travailler une compagnie, il vient dans le but de faire quelques temps, quelques années, monter en compétences, apprendre, monter en leadership. Mais si vous êtes dans la logique d'un prestataire de service, c'est différent. Vous venez pour une prestation donnée, vous faites la prestation, vous finissez vos contrats et you move on. Ok, là, c'est un peu plus clair pour moi. Ok, super. Je vois Jonathan aussi qui veut poser une question. Je pense qu'on peut le prendre, Jonathan. Oui, merci beaucoup. Alors, j'aimerais poser la question dans le sens des contraintes, et ça, je l'ai vécu, où on tombe dans des entreprises, par exemple, qui ont du mal à payer donc l'employé. Donc, est-ce qu'il faut vraiment, au nom d'avoir une logique de carrière, rester 3, 4, 5, 6, 8 ans dans une entreprise où on ne vous paie pas du tout, on a du mal à vous payer? Ça, c'est une question. Merci. Excusez-moi, je pense que ici, on a dit qu'on peut tout dire. Si la personne a tendance à tout le temps tomber dans des entreprises qui ne paient pas, euh, Le micro s'est coupé encore. Je sais pas ce qui se ok, passe. désolé. Et je disais tantôt que ici, on a dit auparavant au prime abord qu'on peut tout dire. Donc, ce que je voulais indexer dans cette question, c'est si le candidat a l'habitude de tomber que dans des entreprises qui ne paient pas, bon, je ne sais pas quoi dire pour le candidat dans ce cas. C'est pas quand même toutes les entreprises qui vont le faire. Ça marche. Jonathan, tu as la réponse à ta question, ça peut aller. Oui, j'ai la réponse, malheureusement. On pense ça comme ça. C'est dur. D'accord. Et Daxi? Ok, merci beaucoup pour ce mielleux débat. Donc, moi, j'ai une petite question. Si la personne ne fait que tomber dans les entreprises où on ne paye pas bien, il fait 1 an quelque part, on ne lui paye pas bien. Il fait encore 2 ans quelque part, on ne lui paye pas bien. Ça veut dire que au fil du temps, il sera senior, mais pas comme vous l'espérez, parce qu'il a fait 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans. Donc, il n'a vraiment pas duré, mais il a l'expérience quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne-là?
Personnellement, s'il vient et qu'il m'explique cela en entretien, pour moi, c'est un red flag. OK? Parce que je ne saurais pas comment il est monté en compétence. Puisque il a toujours, il n'aura peut-être rien de bon à dire sur ses expériences passées et ça va peut-être l'affecter pour ses expériences futures. Donc, hmm, c'est un peu bizarre. C'est ce que je peux dire. Ok, d'accord. Il y a Doris qui a une question. Je sais pas, donc s'il y a un nombre limité de questions, par question, ou bien on peut laisser tout le monde y aller. Je pense que c'est bon pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. C'est vrai que c'est très intéressant, mais on ne va pas quitter d'ici. Quand ça parle de salaire, je pense qu'on va donner également la parole à M. Arcadius pour qu'il puisse se prononcer sur ce. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère. Excellent. Donc, Arkadiusz Chopodo, moi, bon, aujourd'hui, je suis un peu moins soft engineer, sauf pour arrondir mes fins de mois ou travailler sur des projets perso. Mais au quotidien, professionnellement, je suis plutôt project manager à Smart Africa, qui est une organisation internationale un peu rattachée à ITU et l'Union africaine. Donc, je vais essayer de, en fait, partir un peu sur les questions. J'ai noté. La première question, c'était qu'est-ce qui me pousse à recevoir un candidat après avoir vu son CV? Moi, ce que je regarde, que ce soit junior ou senior, ce que je regarde en premier qui m'attire, qui me frappe, c'est dans quelle entreprise la personne a travaillé. Il vient d'où? Est-ce qu'il vient d'une boîte où voilà, l'entreprise est circonscrite à une petite valise ou un petit sac, ou il vient d'une boîte où c'est quand même un peu structuré, où il y a des choses qui se font. D'accord? Donc, d'où vient la personne? Moi, c'est ce qui me marque le plus. Ensuite, le temps qu'il a passé, etc., etc. Moi, c'est ce que je vais regarder en premier si je ne me fie que au CV que j'ai devant moi. Il y avait une autre question rapidement qui demandait si on faisait un tri automatique avant de regarder les CV. Bon, il y a la façon avant 2025 et la façon après 2025. Avant 2025, il n'y avait pas beaucoup d'argent IA. Donc, classique, soit tu regardais déjà un peu dans l'écosystème s'il y a des personnes qui t'intéressent. Donc, tu regardes rapidement dans les CV si ces noms-là reviennent. Si ces noms-là ne reviennent pas, bon, tu te tapes la cinquantaine ou la centaine de CV, mais en allant directement sur les expériences. Aujourd'hui, par contre, je fais très différemment. J'espère que tout le monde fait passer son CV par un filtre IA, n'importe lequel, qui regarde un peu le profil recherché, en tout cas la fiche de poste et son CV. Pour moi, c'est la base. Si tu ne peux pas faire ça aujourd'hui en 2026, bah, ne t'attends même pas à être sélectionné. Donc, tu prends ton CV, tu prends le profil recherché et tu t'assures qu'avec un agent sympa, tu coches les cases pour que tu puisses passer, que ce soit des logiciels internes ou des gens qui s'amusent à écrire des prompts pour pouvoir filtrer les CV. On le fait tous. En tout cas, j'espère que tout le monde le fait pour pouvoir filtrer les CV, ressortir une dizaine en fonction du nombre ou en tout cas une shortlist. Et maintenant, dans cette shortlist-là, on regarde un peu plus en profondeur. J'ai fait que, je n'ai pas fait beaucoup de recrutement. Cette année, j'ai fait qu'un seul recrutement
cette année et je me suis permis de cross-checker avec, bon, un l'année passée, cette année, j'ai fait un recrutement. Je me suis permis de cross-checker après mon tri, parce que c'était la première fois que j'ai testé mon skill. Et c'était bien, c'était correct. Donc, il n'a pas laissé des profils, des CV qui auraient pu être intéressants. C'est parti d'office. Donc, aujourd'hui, je fais plus un tri automatique. Moi, j'ai pas, en entreprise, on n'a pas de solution maison. Donc, chaque responsable, il fait un peu à sa sauce. Et puis voilà, donc un tri automatique et ensuite on regarde des CV un peu plus en détail. Il y avait une autre question rapidement que j'ai notée. Après, on pourra revenir sur des questions si les gens en ont. Alors, est-ce que le temps passé dans une entreprise est important? Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde dans le CV? Pour moi, c'est primordial. Je fais l'analogie avec une Go, tu vois. Quand tu as une Go, en fait, tu as deux Go et tu dois choisir entre les deux. Tu as une en 2 ans qui a fait 3 gars et tu as une autre en 2 ans qui a fait qu'un seul gars. Le choix est simple. C'est pareil. Généralement, si tu es bon, l'entreprise te garde. En tout cas, si tu as des skills qu'il faut, l'entreprise te garde aussi longtemps que possible. Mais généralement, c'est trop facile de dire, ah non, c'est moi qui n'aime pas l'entreprise, ou on ne me paye pas assez, ou il n'y a pas une bonne culture d'entreprise, il n'y a pas de bons projets. C'est trop facile de le dire. Généralement, c'est voilà. C'est le profil de la personne qui ne fit pas avec l'entreprise ou simplement n'a pas les compétences qu'il faut pour être retenu assez longtemps dans une entreprise. Donc, vraiment, le temps passé dans une entreprise, elle est hyper importante dans le CV et en discutant avec plein de personnes, c'est quelque chose qui revient. Et dernière question, c'était, est-ce qu'il faut rester dans une entreprise où on ne paye pas? Bon, je pense qu'on ne paye pas, c'est un gros mot. Peut-être qu'on ne paye pas régulièrement à bonne date. C'est une question un peu difficile. Moi, j'avais mis en commentaire qu'il faut changer de savon pour rigoler. Mais plus sérieusement, 2 secondes. D'accord, je vais te faire ça. Les aléas du métier. J'ai le champion qui est rentré. Donc, en fait, désolé, j'ai perdu le fil. Je vais revoir juste la question. Voilà, est-ce qu'il faut rester longtemps dans une entreprise où on ne paye pas? Je pense que ça dépend. Dans une entreprise, ça dépend de ce que tu cherches. Tu peux être dans une entreprise où il y a des projets intéressants. Ça peut être une start-up où voilà, la vision, elle est bonne. Tu as un manager qui struggle, qui souffre un peu en ce moment, en fait, pendant quelques temps, mais qui ramène de projets intéressants, ou vous avez des projets intéressants peut-être avec le secteur public, où on ne paye pas aussi vite. Donc, je dirais, pas systématiquement parce qu'on ne te paye pas régulièrement, il faut quitter. Si c'est une entreprise intéressante, il faut rester. Voilà, il faut rester un peu, prendre de l'expérience, capitaliser sur les projets et ensuite, voilà, suite. Donc, voilà un peu comment je peux répondre aux différentes questions qui ont été posées. Et bonjour José Carlos. D'ailleurs, Trévis, c'est l'une des meilleures SS2I du pays. Hein. Donc, c'est un honneur d'être à vos côtés. Merci Akadis, merci pour toutes vos réponses. Moi, j'ai une petite question avant de donner la parole. D'autres questions aux deux, mais qui sont levées. Cette question aussi pour Monsieur José. Je voulais savoir, pour vous, c'est quoi le minimum d'années, si je peux le dire, qu'il faut faire dans une entreprise pour que ça soit valide? Je ne dirais pas qu'il y a un minimum à faire. Ça dépend des projets personnels de l'individu, n'est-ce pas? Et chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Moi, si moi je dois faire un minimum dans une entreprise, si je vais dans une entreprise ou si quelqu'un vient travailler pour moi, qu'est-ce que je me dis logiquement?
Quelqu'un vient, j'investis sur lui sur 2 ans. Il a 2 ans pour apprendre, il a 2 ans pour rendre. 6 ans, c'est optimal pour moi. Optimal. Maintenant, aujourd'hui, on a les Gen Z, les Gen Alpha, les gens qui veulent rapidement évoluer et tout ça. Bon, 5 ans, c'est OK, n'est-ce pas? 5 ans, parce que vous avez le temps d'évoluer, de passer d'une stack à une autre ou d'apprendre assez. Parce que c'est pas seulement, il y a la culture de l'entreprise qu'il faut apprendre, il y a les projets, il y a un développement personnel qu'il faut faire. Et chaque fois qu'on vous oblige d'une entreprise à une autre entreprise, c'est un autre ajustement que vous devez faire à chaque fois. Bon, je me dis que psychologiquement, ça peut affecter les gens, mais bon, aujourd'hui, everything move fast. Donc, 5 ans, c'est optimal. Merci. D'accord. Bon, je vois que les gens ne sont pas très d'accord dans le chat, mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. On va prendre l'avis de M. Akadis aussi rapidement. Moi, plutôt 2 ans. 2 ans, pourquoi? Parce que quand tu rentres dans une entreprise, allez, tu te bats pendant 3 mois pour comprendre un peu comment ça fonctionne, prendre un peu le pouls c'est quoi les sujets que tu as à traiter. Et ensuite, les 3 prochains mois, donc pour faire les 6 mois, tu commences par rentrer un peu dans le moule de l'entreprise. C'est là que tu commences par comprendre, tu parles un peu plus facilement avec ton manager, déjà avec tes collaborateurs. Et ensuite, voilà, au bout d'une année, tu commences par avoir un semblant d'impact. On commence par retrouver ta valeur. Et donc, si tu fais que moins d'1 an, voilà, il te manque des choses. Tu as à peine le temps de connaître l'entreprise. Que tu ailles à MTN ou à la CIN ou à, je sais pas, à Prélis, moins d'1 an, je ne suis pas sûr que tu aies compris grand-chose. Donc, il faut déjà au moins 1 an dans une entreprise pour commencer par apporter de la valeur. Et ensuite, une deuxième année à minima pour t'asseoir, comprendre des choses, avoir un peu une culture de cette entreprise-là et peut-être bouger. Mais pour moi, minimum 2 ans. Après 2 ans, voilà, tu deviens intéressant, mais moins de 2 ans, je dirais, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé. Maintenant, l'idéal, c'est 5 ans, 6 ans. Je suis aussi de ceux qui pensent qu'au-delà de 5, 6 ans, tu commences à être le doyen un peu de la boîte. Donc, soit tu n'as pas progressé, donc non, plutôt, soit dans l'entreprise, tu as progressé, donc tu as changé de poste, tu as changé de style de management ou de profil. Ou sinon, si tu as fait 5, 6 ans au même poste, c'est que toi aussi, tu as un problème dans ta carrière. Tu vois. Tu peux pas rentrer, par exemple, en tant que développeur junior et rester pendant 6 ans développeur junior. C'est qu'il y a un problème qu'il faut regarder. Donc, voilà également pour moi, s'il faut regarder les deux extrémités. D'accord, super. Je pense qu'on va prendre les questions qui sont là et passer à la prochaine question. Je dis Doris en premier. Il y a 4 questions finalement. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous me recevez. Désolée pour la voix un peu basse. Je sais pas, enfin, j'ai des remarques et des questions. La première, c'est quand en fait, tout le monde s'est basé sur le salaire, mais en fait, moi, je veux d'abord ramener le sujet à ce que le développeur recherche. Dites 2 ans, c'est red flag. Et que M. Akadius fait l'analogie avec les Go. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que là, on est dans un domaine, on est en entreprise. Vous êtes en train de parler on est en train de parler de développement où on doit prouver. C'est la compétence qui veut parler. C'est pas forcément un truc là. C'est pas les émotions. Parce que quand on parle de Go et tout ça, c'est les sensations, c'est les émotions, tout ça. On va mettre ça de côté.
Parfois, on dit en entreprise qu'il n'y a pas les sentiments. Donc, on va mettre les sentiments de côté. Oui, je mets les organes parce qu'aujourd'hui, on veut parler sans tabou. Donc, prenez-moi comme votre petite sœur. Je ne suis d'aucune génération, considérez-moi comme un développeur ou une développeuse qui vient et qui entend juste ça. Donc, je reviens encore, je dis, du coup, à l'instant où j'avais levé la main, j'étais chaude, mais je me suis calmée. Je me suis dit, bon, d'accord. Est-ce que je peux me permettre de demander si vous avez déjà vécu un entretien où, parce que sur votre CV, vous n'avez pas fait 2 ans dans une entreprise, bah, malgré, sur le CV, il y a les personnes recommandées. La personne a fait peut-être quoi? On est dans une entreprise où tu vas, on te donne 2 semaines pour maîtriser les stats de l'entreprise, l'entreprise elle-même, tout, on te fait poser des questions. Le CTO te pose des questions normales. Et tu passes, genre, 2 semaines à fond psychologiquement dedans. Vous avez aussi abordé l'aspect psychologique. Donc, je vais jouer aussi, moi aussi, sur ça. Et on va s'amuser. Du coup, 2 semaines pour faire tout ça dans une entreprise où tu viens. Tu fais 3 mois. C'est que dans les 3 mois-là, tu as rempli ton cahier des charges. Parce que généralement aussi, quand on est recruté, on a un cahier des charges à remplir. C'est que le cahier des charges est rempli et tout. Et vous dites à la personne qu'elle est compétente et tout. Et puis finalement, comme les autres disaient, parfois quand on fait 3 ans en entreprise, quand on fait quelques temps en entreprise, on s'en va. Parce que la culture de l'entreprise peut-être ne nous correspond pas et tout. Vous nous demandez de nous remettre en cause. Mais est-ce que les entreprises elles-mêmes déjà se remettent en cause et se demandent si l'environnement qu'elles nous proposent sont adéquats à notre épanouissement? Parce que je ne peux pas travailler si je ne suis pas épanouie. Je parle en toute connaissance de cause parce que j'ai travaillé dans une boîte où je ne peux pas prendre ma bouillie du matin. On me dit de sortir, mais il n'y a pas de coin de cuisine. Et je sors dehors pour rester au bord de la voie. Genre, je vais au boulot, quoi. Si quelque chose m'arrive là, j'appelle mes parents, on appelle mes parents, on leur dit quoi? Que votre fille a eu un accident parce que dans l'entreprise, il n'y a pas de cuisine, mais on ne lui donne pas l'opportunité de prendre sa bouillie. Mais vous voulez que la personne fasse 2 ans, voire 5 ans à souffrir psychologiquement. Je suis désolée, mais ça ne va pas. Elle a rempli son cahier des charges. Vous lui avez dit qu'elle est très bonne dans son domaine et que vous n'avez jamais eu ce genre de développeur. Mais elle n'est pas à l'aise. Elle part ou elle part pas. C'est sa santé psychologique qui est en jeu. Et du coup, elle fait l'expérience 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ne me dites pas que toutes les boîtes au Bénin sont parfaites. On se connaît ici. Donc, elle fait l'expérience 3 fois. Elle est traumatisée. Mais elle sait, ce n'est que ça qu'elle a à vous présenter. Elle a envie de travailler. Elle a envie de grandir en compétences. Le salaire s'en fout. Mais elle vient vous voir et vous lui dites que 2 ans, vous ne la voulez pas. Parce qu'elle n'a pas 2 ans d'expérience dans une entreprise. Elle fait quoi si vous ne lui donnez pas sa chance? Question pour tout le monde. Elle fait quoi? Si c'est red flag, elle fait quoi? Elle reste chez elle. Les parents payaient la contribution. Elle a dépensé de l'énergie pour apprendre. Elle a appris. Elle a eu des certifs. Elle s'est battue dans la vie. Mais elle est red flag parce qu'elle n'a pas fait 2 ans dans une entreprise. Quand on sait aussi que dans des entreprises, en tant que développeur front-end, on te donne la maquette. Tu fais la maquette. Le boss, le designer part, il revient le lendemain matin, il te dit non, qu'il a changé. Tu lui refais ça dans la même journée, en sacrifiant tes pauses, tout. Et il revient encore le lendemain pour changer. Et toi, tu es là, tu changes la maquette, mais on te dit que tu n'es pas efficace. C'est sa faute ou c'est la faute de l'entreprise? Dites-moi, qu'est-ce que vous nous offrez pour qu'on se sente en sécurité, pour rester aussi avec vous? Parce que nous aussi, gagner de l'argent, c'est vrai, mais je dois être en vie pour dépenser mon argent. Je dois être en vie pour travailler avec vous. Je dois être bien dans ma tête pour rester avec vous pendant 5 ans, 6 ans. Quand vous dites qu'une go fait 2 ans avec plusieurs, c'est peut-être parce qu'elle ne s'est pas sentie bien ou parce que les autres aussi l'ont rejetée. Voilà. Mais dites-nous exactement qu'est-ce qu'elle fait.
qu'est-ce que cette personne-là fait? Merci. Genre, on attaque les développeurs, mais je veux savoir pourquoi les entreprises aussi ne se remettent pas en cause. Pourquoi c'est nous, à chaque fois, notre TV, on attaque? Pourquoi? D'accord. Merci Doris pour cette intervention. Je comprends vraiment ta frustration. Ça doit pas être facile. Ce n'est facile pour personne. Je sais pas. Je pense pas qu'on va prendre toutes les autres questions, mais je vais quand même laisser Monsieur José, Monsieur Akadus réagir sur ça, parler, donner les avis avant qu'on continue. Parce qu'on a fait presque 1 heure sur la première question. Oui, peut-être juste avant José, et on peut aller directement sur Akadus, hein. On peut se passer du monsieur. Alors, c'est Doris, hein, Jospin Doris, très belle réaction. Et j'espère que cette réaction, tu l'as avec ton employeur actuel. C'est important en entreprise de dire son ressenti, mais surtout de la bonne manière. Euh, et vraiment, ça fait avancer. Bon, après, il y a des patrons il y a des leaders, je vais les appeler, ou des chefs d'entreprise voilà, qui n'ont pas toujours de bon tempérament, qui prennent pas toujours des choses d'une certaine façon, des CEO. Mais cette réaction, en fait, cette façon de se décharger, j'espère que tu le fais avec ton employeur actuel. Et c'est important. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec beaucoup d'émotion. C'est la partie qu'il faut revoir. Ces genres de sujets ne se traitent pas avec de l'émotion. En tout cas, pour ma part, si vous voulez mon avis, c'est pas avec de l'émotion. On va essayer de prendre 2, 3 petits points. Et mes excuses pour l'analogie avec l'AGO. Euh, il faut pas le prendre au premier degré, et j'espère que vous l'avez pas pris au premier degré. C'était vraiment une analogie. Mais pour revenir dessus, vous savez, quand tu es recruteur, d'accord, donc que tu sois CEO, CTO ou tout ce que vous voulez, et que tu dois recruter une personne, faut pas oublier que ça a un coût et que c'est de l'énergie que tu prends et c'est un risque également que tu prends. Et c'est très important. Faut pas juste se mettre dans la position de l'employé. Il faut se projeter aussi en tant qu'employeur pour comprendre la réalité du CEO ou du recruteur. Ça a un coût de recruter une personne. Et changer de collaborateur, c'est encore plus coûteux. D'accord? Donc, quand on veut recruter quelqu'un, on s'assure au maximum d'avoir la confiance en cette personne qu'on recrute. On ne recrute pas juste parce qu'on a envie de faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on a envie d'aider un jeune qui est en train de se chercher. Non, on recrute parce qu'on a des besoins et n'oubliez pas, c'est une entreprise, c'est commercial, c'est du business. On recrute parce qu'on veut apporter plus de valeur à son entreprise. Donc, on cherche le meilleur profil et c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais à moins de coûts, si c'est possible. Donc, ce que je veux dire, à compétence égale, lorsque tu es recruteur, tu te bases sur quoi pour pouvoir choisir? Tu te bases sur des soft skills. Et parfois, le feeling entre en jeu. Tu vas avoir des CEO qui vont te dire, parmi les deux, le feeling passe plus avec telle personne. Et c'est du ressenti. On ne peut pas l'empêcher. C'est de la, au-delà du professionnel, c'est du temps que vous passez ensemble. Donc, c'est déjà de la relation humaine. Donc, il y a également le ressenti du recruteur qui entre en jeu à compétence égale. Je suis d'accord, il ne faut pas le prioriser. Ce n'est pas l'émotion qui te fait choisir un candidat. C'est d'abord sa compétence, mais at the end of the day, tu as besoin de ce feeling-là parce que tu as besoin de communiquer avec une personne. L'autre chose qui est un sujet complexe qu'on ne pourra pas résoudre, d'ailleurs, c'est résolu nulle part, et ce sont les conditions de travail.
les conditions de travail restent ce qu'elles sont dans les entreprises. Et moi, je me dis, tu as accepté signer le contrat. On ne t'a pas mis un couteau à la gorge pour que tu signes un contrat. Si tu as accepté venir signer un contrat pour être dans une entreprise, tu as accepté les conditions qui vont avec, quelles que soient ce qu'elles sont. Oui, il faut que les recruteurs améliorent les conditions de travail de leurs collaborateurs. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas refuser. Mais tu as signé le contrat. À partir de ce moment-là, tu acceptes. Le jour où ça ne te plaît plus, écoute, tu rends le contrat et puis tu vas chercher. J'espère que tu as tu as les compétences nécessaires pour obtenir quelque chose d'autre qui peut-être a des conditions de travail plus intéressantes. Donc, c'est facile de blâmer une fois encore euh, euh, l'employeur. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que vous avez accepté de travailler. Et maintenant, une chose est sûre, c'est de l'amélioration. C'est pour ça que j'ai commencé mes propos en disant, cette réaction que vous avez eue, j'espère que vous l'avez avec vos employeurs, avec le CEO de la boîte, sans les émotions, bien évidemment, en étant un peu plus factuel. S'il faut une cuisine, je vais donner un exemple. Si votre cabinet, 30 secondes pour finir, et je vais laisser la place à José Carlos, si vous êtes une entreprise dont les locaux sont dans la haie vive, on sait que la haie vive, à côté, c'est des restos à 8 000, 10 000 le plat. On ne peut pas se permettre d'acheter à côté. Donc, il faut peut-être aller à Kadiaou ou je ne sais pas où pour aller acheter à manger, par exemple. Si c'est ce genre de conditions que vous avez et que c'est un problème pour vous, de façon factuelle, il faut dire aussi, oh, machin, on a besoin d'une cantine, non, on a besoin d'une cuisine, pardon, on a besoin d'un micro-ondes, parce que. Il ne faut pas juste se dire, ah non, mais cette entreprise-là, c'est pourri, il n'y a pas de conditions de travail, on ne peut même pas manger, on ne va pas rester affamé pour délivrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut regarder les problèmes en face, avoir le courage, je l'ai dit, de la bonne façon, et si, malgré que vous les ayez soulevés, il n'y a pas de solution, ça veut dire que ce n'est peut-être pas des conditions faites pour vous. Et donc, il faut juste rompre le contrat et croiser les doigts pour trouver ailleurs. Donc, voilà un peu mon commentaire par rapport à ça. Je ne veux pas revenir sur le point du process de travail, même quand Doris parlait on te donne une interface à reproduire en tant que dev front-end, on te donne une interface à reproduire. Tu reproduis le lendemain, le CEO, parce qu'il s'est réveillé autrement, il veut que la couleur soit différente, que les formes soient différentes et que le jour qui suit fait pareil. Écoute, c'est un autre sujet. Donc, je vais laisser plutôt José Carlos réagir. Techniquement, en fait, je vais répondre à votre question. Je ne parle jamais avec les émotions en entreprise. En entreprise, je suis tranquille. Actuellement, je suis en freelance. En entreprise, je suis tranquille. Mais j'ai soulevé le problème à mon CTO. Le CTO a dit qu'il ne peut rien faire parce que le boss de l'entreprise ne veut pas investir. Dans ce cas-là, moi, je fais comment? Encore que je n'ai même pas démissionné à ce moment-là. L'histoire de la bouillie, c'était plutôt parce que en fait, c'est une histoire personnelle, j'étais en mauvaise santé. Et malgré ma santé, je suis allée au boulot. Mais j'ai pris ma bouillie pour pouvoir avoir de l'énergie. Donc, on m'a dit dehors, va prendre ta bouillie au dehors. Je suis sortie pour aller prendre ma bouillie au dehors. J'ai expliqué au CTO, on a bien discuté, il m'a dit, mais le boss va investir. Mais je fais. Donc, du coup, je ne suis même pas partie, en fait. Malgré tout ça, je ne suis pas partie. C'est juste... Non, je peux reproduire. Doris, ouais, si tu me permets, désolé de tutoyer. Si tu me permets, oui, tu sais, mets-toi à la place. Mets-toi à la place. Mets-toi à la place du CEO. Non, je me mets à la place de tout le monde. Parce que quand vous avez parlé, j'ai compris ce que vous disiez. Ah, désolé, Doris. J'ai dit, je me mets à votre place. Vous voulez faire du business. C'est normal. Nous aussi, on est là
pour gagner de l'argent et subvenir à nos besoins et gagner aussi en compétences, avoir des soft skills, comme vous le dites. Enfin, pour moi, c'est ça. Moi, je ne viens pas dans une entreprise pour m'amuser. Et ça, tout le monde le sait. Je ne viens pas quelque part pour m'amuser. Je prends mon truc très à cœur. Je peux être malade et descendre parce que c'est l'éducation qu'on m'a donnée. On m'a dit, quand tu travailles, travaille bien. Même si tu es malade et que tu as la possibilité d'y aller, vas-y. Mais quand tu y vas et que les conditions sont comme ça, c'est compliqué. Donc, ce que je demande, c'est, en tant qu'entreprise, vous aussi, vous faites quoi pour nous aider? Parce qu'on doit s'entraider, en fait, pour que ça marche. Mais si au Bénin, les entreprises doivent toujours rester comme ça, il y a un problème. Je suis désolée, mais il y a un problème. Ok, je pense qu'on va laisser d'autres D'accord, personnes poser merci. des questions et Euh, après, on va aider Doris. Merci. Je Ouais. coupe le Ok, micro. parfait. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Je pense qu'on va s'arrêter à cette intervention pour cette question-là et nous allons passer à d'autres questions. Merci beaucoup. Et le temps presse, donc nous n'allons pas prendre beaucoup de questions dans l'assistance. Après une réponse, une question et puis on passe à d'autres questions. Merci beaucoup. Super. Je pense que je vais passer la parole à Chivaros. C'était très intense comme première partie, donc on va passer à la suite. Pour répondre à la question de Madame Doris, Ok. Je pourrais intervenir. J'espère d'accord. qu'il n'y aura plus de questions. Euh, comme M. Akadouche l'a dit, elle a de la passion. C'est vraiment intéressant. Et j'espère qu'elle peut être converse avec son travail. Ça, c'est vraiment intéressant. Une entreprise ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et M. Akadouche a dit, elle a signé un contrat. Une entreprise a une culture. Je ne suis pas trop fait d'entreprise au Bénin, mais ici, nous avons des guides et des procédures pour les choses. On a un certain onboarding qu'on fait. On a une hiérarchie. Tout le monde connaît la hiérarchie. Quand on a un problème, il y a une documentation sur qui il faut se plaindre, comment il faut se plaindre, comment envoyer ses emails, ceci, cela. Et aussi, il faut aussi rester professionnel à chaque fois. Si vous rencontrez souvent de ces genres de problèmes et que vous savez que vous avez de la compétence, il y a un truc que les gens oublient souvent, c'est que la compétence, ça paie. Quel que soit alpha, la compétence, ça paie. Il suffit juste de donner le meilleur de vous-même. Si ça vous dépasse, vous quittez et vous pouvez aller ailleurs. Je reste toujours dans ma logique. Elle a parlé de 2 ans, dit 2 ans, 5 ans, mais qu'est-ce qui se passe quand, si on a un profil junior, c'est OK. On peut juste quitter cette entreprise, aller dans une autre entreprise, aider le meilleur de nous-mêmes. Mais ça va revenir à la première question qu'on a eue. Si à chaque fois, dans toutes les entreprises où vous passez, vous avez ce genre de problème, bon là, le problème n'est pas avec les entreprises. Je vais juste clore là. Super. Super. Merci, Monsieur José. Merci, Monsieur Akadus. Chivaros, je te passe la parole pour les questions suivantes. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez. Ok, super. C'est déjà très chaud au début. C'est très intéressant. Alors, la question suivante est de savoir à quelle fréquence remarquez-vous un décalage entre ce qui est écrit sur le CV et les compétences réelles du candidat et quelles sont les techniques que vous utilisez de façon efficace pour détecter cela? Je prends la parole. Ok, allez-y. OK. Souvent, on le remarque. On le remarque. La culture de CV, les gens ont tendance à vraiment embellir les CV. Vous voyez un junior qui sort et qui sort d'université, qui a eu sa licence ou quelque chose, il a fait un peu du PHP, mais je suis expert en PHP. Je dis, ah bon, il vient juste de sortir et puis il se dit expert. Donc, on voit ça dans le processus et tout ça. Bon,
Et, et même aussi comment on appelle les seniors, hein, ils le font, ils essaient d'embellir. J'ai travaillé sur tel projet, tout ça. Ça devait être même un exercice de maison ou bien un projet d'école. Mais il a travaillé sur un projet pendant des années et tout ça. Souvent, c'est même des projets en groupe aussi. Et il, euh, il dédie lui-même, il se dédie lui-même, il se donne lui-même le crédit en étant auteur de tout ce que le travail ils ont fait en groupe et tout ça. Et on le remarque souvent pendant les entretiens. OK? Quand on a des deep down, qu'on évalue un peu tout le processus, on pose des questions et tout ça, on se rend compte que, et oui, euh, il n'a pas vraiment de l'expertise ici, il n'a pas vraiment de spécialité ici et tout ça. Ici, à Félix, comme je vous avais dit auparavant, pour les juniors, on a un processus streamline qui consiste à, ils ont un lien, ils postulent, ils remplissent des formulaires et tout ça. Et dans notre processus d'entretien, ils viennent sur place, il y a des tests techniques qui sont faits. Donc, il y a des tests techniques qu'ils font. Quand le logiciel nous donne les résultats du test, on arrive à voir, par exemple, où est-ce qu'ils sont bons. Par exemple, il peut avoir la moyenne au test ou bien il peut exceller au test, mais le résultat va nous dire il est plus bon en front, il est plus bon en back. Donc, et c'est là qu'on permet d'orienter les gens et tout ça. Pour les seniors, par contre, comme ils ne suivent pas le même processus streamline que les juniors, en entretien, on arrive à détecter cela quand on leur demande, par exemple, du projet sur et souvent, ou bien on leur demande leur post GitHub pour essayer d'investiguer un peu leur code et c'est quoi la structure et puis ils expliquent un peu ce qu'ils ont fait avec. Donc techniquement, c'est ça chez nous. Ok, d'accord. Alors, une partie qui m'a interpellé, c'est la partie où vous dites que vous allez orienter le candidat sur un profil front-end ou back-end. Imaginez un scénario où pour la fiche de poste, vous voulez recruter un développeur junior back-end. Alors, est-ce que pour le candidat, est-ce que pour le test technique va juger si vous allez le prendre ou pas, ou bien est-ce que en fonction de l'énergie ou bien de la motivation du junior, vous lui donnez sa chance ou vous attendez d'un junior qui soit techniquement, qui passe forcément le test technique proposé? Bon, voilà comment ça se passe. J'ai eu plusieurs cas. De manière standard, ce qui se passe, c'est quoi? Je veux un développeur back-end. Quelqu'un vient et il dit qu'il est bon en back-end, qu'il est très bon en back-end. Il passe le processus, il fait le test, mais le test me dit qu'il est bon en front-end. Je lui dis techniquement que non, il n'est pas bon en back-end, il est bon en front-end. Il me dit, non, monsieur, je veux faire du back-end. Je lui demande pourquoi il veut faire du back-end. Il y a un candidat, il m'a motivé un jour, il m'a dit non, je peux vous assurer que je peux faire du back, je peux faire du back. Et là, il essaie de me convaincre avec ses arguments et je sentais une motivation en lui. Et là, je lui ai donné l'opportunité. Sinon, d'habitude, là, je dis au candidat non, il ne peut pas. Et si lui-même, il accepte qu'il ne peut pas, bon, je ne peux rien faire pour lui. Ok, d'accord. Alors, je vais laisser M. Akadus aussi répondre à la question. Oui, alors, nous, et beaucoup à la CIN, comment à la CIN, j'ai fait 8 recrutements l'année passée. C'était très intéressant. Ça donne le pouls, en tout cas, des CV que j'ai reçus de l'écosystème un peu béninois.
sur les profils juniors, et ça c'est vraiment très personnel à moi, je ne suis pas exigeant sur les profils, sur les profils juniors. Moi, je ne suis pas exigeant. Ce que je regarde vraiment en entretien sur les profils juniors, c'est quelqu'un qui a la capacité d'apprendre, qui a la motivation de progresser et qui potentiellement a touché à plein de choses. C'est-à-dire, c'est un jeune, il te dit pas, non, moi je fais que du PHP, ah non, moi je fais que du, je sais pas, du Vue.js, j'ai rien fait d'autre. Non, c'est quelqu'un qui a de la capacité à toucher à plein de trucs, mais sans forcément être expert ou sans aller en profondeur des technos. Ou un junior, il n'est pas forcément sur des dizaines de principes, mais il touche à plein de trucs, il fait beaucoup de choses et il a envie de progresser. Vraiment, moi, mon recrutement junior, il s'arrête là. Je vais pas être quelqu'un qui le challenge plus que ça. Il a la motivation, il a touché à plein de trucs, il va pouvoir avancer. Mais par contre, sur les profils seniors, et c'est là que ça devient très intéressant, tu vois des gens qui te mettent 10 ans d'expérience, comme M. José Carlos le dit, tu as un CV blindé, mais blindé de chez blindé, et tu te dis, ah, mais on va pouvoir s'amuser, tu vois, tu te dis, voilà, quelqu'un de senior, on va pouvoir s'amuser un peu en entretien. Et tu te rends compte que là, c'est compliqué. Deux, trois questions, un petit TP à faire ensemble, et il est complètement perturbé. Donc moi, pour mon dernier recrutement à Smart Africa, c'est quelque chose que j'expérimente. Peut-être que Monsieur José Carlos me dira également. Mon dernier recrutement, je l'ai fait en une seule interview. D'habitude, je fais deux. Je fais une interview où on bavade un peu, on parle beaucoup français, on parle de design, etc. Et un deuxième où on est un peu plus pratique. Mais le dernier que j'ai fait, on a le sujet, c'était de développer un petit serveur OAuth 2, en fait, réimplémenter OAuth 2 avec Authorization Code Flow. Et ce que je voulais voir, c'était la capacité du candidat à utiliser des agents IA, donc à utiliser l'IA de façon classique, mais avec une très bonne utilisation des tokens, une très bonne optimisation des tokens et également de la façon de faire. Et ce qui était intéressant en plus, c'est qu'il ne connaissait pas, il n'a jamais fait du Go. Il a regardé, il a fait un get start comme tout le monde. Et on faisait ensemble le truc en Go, mais avec l'IA. Et c'est là que tu te rends compte que j'avais un profil burundais, j'avais un profil ghanéen, nigérien, sud-africain. Et là, tu te rends compte que sur la plupart, il y a eu deux qui se ressortaient. Ce qui est bizarre, c'est que les deux qui se sont sortis, ils avaient un CV moins blindé que les deux autres qui avaient blindé leur CV. Tu te rends compte dans la pratique que dans l'implémentation, tu poses de petites questions, c'est pourquoi tu as fait ce choix, pourquoi tu as utilisé plutôt ceci que ça. Et tu te rends compte que la personne est très en surface de, de, des designs d'architecture, des implémentations et même au niveau de l'usage des principes sur les technos. Donc, moi, pour vraiment regarder pour prendre un profil senior, le CV, c'est juste un filtre de base, mais je vais vraiment être sur un cas pratique où on simule la vraie vie, puisque dans la vraie vie, tu as des projets à rendre, tu fais des choix pour pouvoir développer tes différentes solutions. Donc, moi, c'est sur ce type d'entretien pratique que je vais vraiment apprécier la qualité d'un profil ou pas. Ok, d'accord. Alors, il y a quelques questions. Il y a des gens qui ont levé la main. Jacob, vas-y. Ok, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour prendre la parole. Merci surtout à José Carlos et à Cadus. Je les trouve très intenses et tout. Ma question, je ne vais pas être très long. Ma question, c'est de savoir,
C'est quoi un junior? C'est quoi un senior? Parce que c'est un sujet qui est revenu longtemps dans la communauté et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que cette terminologie-là, que tu sois en Europe, quand tu es en Europe, c'est différent. Quand tu es en Afrique, c'est différent. Au Bénin, c'est différent. Alors, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi un junior, c'est quoi un senior? Parce que pour d'autres, c'est peut-être 5 ans, 8 ans, 6 ans d'expérience, un senior, mais pour d'autres, c'est 3 ans d'expérience même. J'aimerais savoir, vous, en tant que manager, en tant que responsable, tout ça là, qu'est-ce que vous attendez d'un junior? Qu'est-ce que vous attendez d'un senior? Là, ça va nous permettre de nous situer, pas forcément en termes d'années, mais en termes de ce qu'on attend, voilà, d'un junior, ce qu'on attend d'un senior. Là, chacun pourra mettre l'année qu'il veut là-dessus. Merci beaucoup. Ok, peut-être juste avant Monsieur José Carlos, je vais encore utiliser une analogie. J'espère que vous n'allez pas me charcuter encore. Euh, non, pour moi, un junior, c'est quelqu'un qui a besoin de babysitter. Il faut faire du babysitting derrière lui. Il faut l'accompagner. Il ne sait pas faire. En fait, il ne mesure pas l'impact de ce qu'il fait. Il ne sait pas prendre du recul par rapport à ce qu'il fait. Il faut l'accompagner. Il faut le cadrer. Il sait faire des choses, il peut faire des mouvements, il peut appliquer, il peut réaliser. Tu lui demandes de te faire ci ou ça, il peut te le faire. Mais est-ce qu'il le fait de la bonne façon? Est-ce qu'il prend en compte tous les paramètres? Est-ce que ça, il ne sait pas faire? C'est ça un junior. Un senior, c'est quelqu'un qui est, le thème n'est pas approprié, mais qui est en roue libre. Il sait ce qu'il fait. Il avance. Tu lui donnes un sujet, il sait te le délivrer. Ce dont il a besoin, c'est que tu puisses lui dire concrètement ce que tu veux. À partir du moment où tu lui dis ce que tu veux, il sait te le dérouler de ton idée ou de ta structuration jusqu'au résultat, en pensant toujours à ce qui est autour, parce qu'il a déjà fait ça une, deux, trois, quatre fois. Il a été accompagné une, deux, trois, quatre fois. Et maintenant, il a des réflexes, il a de l'expérience, il a du savoir-faire et il peut, voilà, te dérouler des projets. Pour caricaturer, voilà la différence pour moi entre un junior et un senior. Et c'est comme ça que je les prends. Maintenant, ensuite, on peut mettre des diplômes dessus, on peut mettre des années d'expérience. Généralement, tout le monde s'accorde un peu, mais bon, peut-être ne rentrons pas dans des chiffres. Oui, moi, c'est ce que je pourrais dire. Bon, Monsieur Arcadius a déjà tout dit. Moi, je vais ajouter des chiffres. Atrelix, et c'est quelque chose, avec les données que nous avons, c'est ce que nous avons remarqué, de 0 à 4 ans d'expérience, c'est un junior. OK? Et de 4 ans, entre 4 et 10, ou bien 4, 8, 4, 9, c'est un senior. Et je vais ajouter quelque chose en plus de ce que M. Arcadius a dit. Un junior, c'est quelqu'un qui n'est pas autonome. Donc, quand il fait son travail, il a toujours besoin de quelqu'un pour vérifier, il a toujours besoin de, comme le terme en français, babysitter, il a toujours besoin d'un superviseur pour venir approuver et tout. Mais un senior, on espère qu'il soit autonome. Donc, quand on lui donne une tâche, qu'on lui donne un projet, il peut gérer des gens autour de lui et puis et faire aboutir le projet. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ces interventions. Je pense que ça me rejoint beaucoup. Ça rejoint aussi l'expérience que j'ai aujourd'hui et je me retrouve vraiment dans vos réponses. Merci. Ok, on va prendre une dernière personne. Bon, on va prendre les deux autres. Hein. Stéphane, je pense. Stéphane, tu peux y aller. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Stéphane Onsoupo. Je suis product designer. C'est plutôt une remarque qu'une question. Et ça vient des premiers échanges. À de nombreuses reprises, on a dit que l'entreprise investissait sur un talent, on va dire. Donc, quelqu'un qui vient postuler, que ce soit un junior, un senior, etc.
Mais dans l'audience, actuellement, on est plus d'une centaine. Il y a tous les profils, donc des juniors aux seniors, à ceux qui sont freelance, etc. Et je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Quand on dit qu'on investit sur un candidat, est-ce à dire que le candidat est, est un investissement, on va dire, passif, il ne fait rien? Quand on paye un candidat, quand on le forme, etc., c'est pour qu'il apporte de la valeur. Il apporte de la valeur au fur et à mesure qu'il passe du temps dans l'entreprise. En dehors de la valeur qu'il apporte et qui est utile pour l'entreprise, il y a son temps, il y a son énergie, il y a sa jeunesse, sa vitalité qui partent. Donc, c'est plus une transaction et c'est pour ça que beaucoup vont se complaire ou vont se tourner vers la prestation de service ou le freelance que rester en entreprise. Donc, c'est ce sur quoi je voulais attirer l'attention. Merci. Je vais intervenir là. Ça, c'est très intéressant. Merci d'avoir dit ça. Vous vous rappelez, au début, quand j'ai parlé, là, on m'a demandé le nombre de temps que quelqu'un doit faire optimement dans une entreprise. J'ai dit 5 ans à 6 ans. Et je les ai découpés. J'ai dit 2 ans parce que l'entreprise investit. Parce que, vous savez, il faut vous mettre dans la peau d'un entrepreneur. En entrepreneuriat ou dans le leadership, je vais utiliser d'autres termes. Vous savez, la comptabilité, c'est différent de l'économie. Dans la comptabilité, quand il y a un comptable, vous savez qu'on a un contrat de travail avec quelqu'un, nous avons ce qu'on appelle les charges salariales et les charges patronales. OK? Donc, si on sait combien quelqu'un va nous coûter de manière comptable, on additionne tout ce qui est charge salariale, ça veut dire ce que la personne reçoit, et ce qu'on envoie comme rémunération, et tout ce qui est charge patronale. Donc, parce que quand on paie une rémunération à quelqu'un, le Code général des impôts, bien des impôts, nous demande à ce qu'il y a une part patronale qu'on doit compenser par rapport à la rémunération. OK? Sans oublier les charges sociales aussi. Donc, tout ça là, donc, nous, quand on sait combien quelqu'un nous coûte, on prend la charge salariale, patronale et tout. Ça, c'est comptabilité. Maintenant, en économie, il y a aussi le temps qu'on prend pour investir dans la personne. Ça, c'est pas monétisé. On ne calcule pas ça dans la comptabilité, mais c'est quelque chose qu'il faut facturer nous-mêmes pour pouvoir savoir combien on dépense sur cette personne. Si quelqu'un me coûte 200 000 et que éventuellement, avec tout ce qui est charge, il me coûte 400 000 par mois, mon investissement personnel, je me dis, le temps que je prends pour m'investir dans cette personne, je peux être en train de faire autre chose. Je n'ai pas évalué ce temps-là à 500 000, 600 000. Donc, techniquement, cette personne qui reçoit 200 000, il me coûte 1 million. C'est comme ça que je réfléchis. Et c'est pour cela que je n'ai pas d'investissement. Donc, si je prends 2 ans à investir dans cette personne, c'est vrai, vous parlez de temps, énergie, vie, jeunesse et tout ça, oui, c'est intéressant, mais l'entreprise aussi a son temps, l'entreprise aussi a sa dynamique, l'entreprise aussi a sa vie, l'entreprise aussi a ses challenges. Et c'est des gens que nous prenons qui vont investir dans cette personne. Et on a besoin de retour sur investissement. Le retour sur investissement, souvent, nos données nous montrent que c'est après 2 ans qu'on sent que la personne est autonome et peut vraiment travailler sans on utilise ces autres données-là pour pouvoir investir dans la personne. Là, on commence à avoir un retour sur investissement. Et c'est comme ça que nous voyons la chose. Je suis désolé que vous voyez ça du genre, oui, c'est vous qui êtes en train de dépenser, c'est une transaction. Oui, c'est une transaction, mais je pense que bon, moi, je parle en tant qu'employeur. Je pense que nous souffrons plus parce que si au bout d'un temps donné et la personne n'est pas contente et il s'en va, c'est un processus, on recommence à zéro. C'est pas vraiment intéressant pour nous.
Ok, je comprends. Merci pour votre point de vue sur la question. Néanmoins, enfin, vous avez parlé de comptabilité, etc. C'est des choses dont je suis conscient. Mais ce que je veux attirer l'attention, c'est que vous ne faites pas de la charité. Une entreprise ne fait pas de la charité. Vous ne formez pas un candidat comme vous formez votre enfant. Vous le formez parce que vous attendez quelque chose de lui. Et généralement, une entreprise va recruter parce qu'elle a besoin de mains pour faire quelque chose. Vous allez voir, il y a des blagues qui vont circuler sur X ou sur LinkedIn où des gens, quand on leur demande leur motivation, ils disent, c'est l'argent. Vous avez besoin d'un travailleur. Moi, j'ai besoin de travail. Donc, on s'échange. Et c'est peut-être drôle quand on dit ça, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qu'on ne se montre pas, qui cherchent à recruter des stagiaires ou des juniors pour ne pas beaucoup dépenser. De la même manière qu'il y a des gens qui vont recruter des seniors, et si ces seniors ne savent pas se vendre, qui vont les brader. Qu'on ne se montre pas, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Donc, j'attire l'attention sur ça. Pour moi, je suis convaincu de ce dont je parle. J'attire l'attention sur ça par rapport aux gens qui sont peut-être débutants, qui n'ont jamais eu de contrat, pardon, qui sont peut-être en stage, qui ont à peine leur première expérience professionnelle, pour qu'ils ne se disent pas que, bon, voilà, l'entreprise me fait une faveur en me recrutant. Ce n'est pas le cas. L'entreprise te recrute parce qu'elle se rend compte que tu as quelque chose à lui apporter. Et c'est pour ça qu'il y a des processus de sélection. Donc, c'est vrai que vous investissez, que vous mettez de l'argent, etc., que vous attendez un résultat, mais il y a aussi le coût de ce que vous allez perdre si vous ne recrutez pas. Si vous ne mettez pas de l'argent, vous ne mettez pas votre temps pour recruter efficacement, etc., vous n'aurez pas euh, la possibilité de travailler sur certains projets parce que vous n'aurez pas certains profils, vous n'aurez pas la possibilité de saisir certains marchés, etc. Donc, c'est parce que c'est bénéfique pour vous. Un entrepreneur n'agit pas ou ne fait pas d'investissement dans le vide ou en se disant, bon, c'est dans 2 ans que j'aurai mon retour sur investissement. OK, dans 2 ans, mais le retour sur investissement, de quelle manière? Et comment est-ce que ça se traduit dans la vie du salarié en question? Quelqu'un qui fait 3 4 ans dans une entreprise, mais dont le salaire ne bouge pas, parce qu'on lui dit que, bon, ça ne va pas, les projets, bon, le client n'a pas fait de payer, etc. C'est les réalités qu'il y a actuellement, en fait. Et si on est là, je pense que c'est aussi pour se dire la vérité. Donc, il faut qu'on soit clair, quoi. On comprend les recruteurs, etc. On ne va pas mettre les émotions, on ne va pas mettre le cœur, mais il y a une réalité qui est factuelle, c'est qu'une entreprise ne recrute pas par charité ou n'investit pas dans dans un talent comme dans une parcelle, quoi. La parcelle est là, est or. Et on attend 2 ans, 3 ans qu'elle prenne de la valeur. Mais pour un salarié, un travailleur, ce n'est pas le cas. Il y a même plusieurs entreprises pour lesquelles, quand tu arrives, là, c'est pour les développeurs. Moi, je n'en suis pas un, mais où tu dois commencer à prendre la stack de l'entreprise, etc., te mettre dans une nouvelle posture. Les conditions ne sont pas forcément intéressantes. Il y a un côté social aussi qu'on ne va pas nier actuellement. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour que, bon, j'entende ce genre de choses-là et que je me taise dessus. Une fois de plus, moi, je suis convaincu par ce que je dis et je le relève simplement pour les personnes qui se diront, OK, si on m'a recruté, c'est parce que, voilà, ils ont eu pitié de moi ou euh, c'est pour me faire plaisir ou je ne sais pas, ou on investit sur moi. Ils savent que les gens n'ont pas confiance en eux après. Et c'est des moyens de pression que les employés utilisent sur les employés dans les entreprises. On dit après tout ce que j'ai fait pour toi, ah, tu as fait quoi pour moi? Donc moi, j'ai rien fait pour toi. Ah, donc c'est un peu ça. Merci bien. Désolé pour le temps de parole qui a été un peu trop long. Ok, merci. Je pense que en train de prendre beaucoup de temps. On va prendre la question de Monsieur Lionel et on va avancer. Oui, bonsoir à tous. J'avais une intervention sur le sujet de être senior ou mentor, mais comme on a déjà pris assez de temps, je pense que je vais mettre mon intervention dans le chat senior pour qu'on ne perde pas trop de temps. Merci. Ok. Alors, on va, donc, si on peut continuer avec les questions.
Bon, là, on pris vraiment tout le temps, mais bon, on peut prendre encore une question et puis c'est terminé. Je pense que Python Bénin va encore organiser d'autres parties pour ce débat très, très intéressant. Allô, on ne vous reçoit Ok, pas, Jibaos? ok, d'accord. Alors, la prochaine question, c'est pour, je vais poser la question à Cassius. Alors, pour un profil texte, privilégiez-vous davantage, alors je vais reposer la question. C'est, est-ce que vous privilégiez davantage les diplômes ou les expériences concrètes? C'est-à-dire, par exemple, les projets personnels, ce qu'il a fait en freelance, les portfolios, GitHub, tout ça. Ou est-ce que le diplôme compte ou bien c'est les expériences? En gros, c'est la question. OK. Bon, après, je peux encore incendier. Personnellement, j'aime pas les profils freelance, mais c'est un autre sujet. La question, c'est est-ce que je privilégie le diplôme ou l'expérience? Moi, définitivement, c'est l'expérience. Euh, c'est, vous allez voir à la CIN, ils commencent par avoir pour les profils tech euh, des recrutements à partir du niveau licence. C'est quelque chose dont je suis un peu fier. On s'est battu pour pouvoir amener ça à ça. Ça a ses conséquences. Mais voilà, je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes voilà, qui ont de l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'expérience et qui ne sont pas forcément retournées à l'école. Où il y a certains qui ont, je ne sais pas, fait un master ou un master 2 qui n'ont jamais fini ou qui n'ont jamais soutenu, ou etc. Plein de choses. Et cela n'enlève pas grand-chose à leur capacité, à leurs compétences. Donc, moi, je suis très focus sur l'expérience de la personne, sur les compétences de la personne. L'expérience aussi, c'est un gros mot, mais surtout les compétences de la personne, vraiment les skills de la personne. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui reste. Ok, merci. Alors, oui, Monsieur Carlos, vous pouvez prendre la parole. Merci. Cela va aussi dépendre s'il est junior ou senior, parce que le traitement ne se fera pas de la même manière. S'il est junior, j'assume qu'il n'a pas assez d'expérience, donc je vais juste voir son diplôme et quelques petites compétences basiques que le candidat il a. Mais par contre, s'il est senior, là, on ira droit sur l'expérience parce que il doit être en mesure d'être, excusez-moi le terme, d'être rentable. C'est ce que je vais utiliser. Donc, il doit être en mesure d'être rentable. Donc, c'est l'expérience qui parle. Il doit être opérationnel. Voilà, c'est le mot approprié. Il doit être opérationnel. Donc, un profil senior, ça c'est l'expérience. Merci. Peut-être je vais rajouter quelque chose juste rapidement avant une autre question. Le diplôme, mais vraiment, bon, après, c'est peut-être aussi mon expérience. Vous savez, je ne vais pas citer des noms, mais je connais de très bons devs, vraiment très, très bons devs, qui n'ont pas fait un cursus universitaire sur l'IT, en fait, sur l'informatique, qui sont allés faire, je connais qui a fait l'économie, je connais qui ont fait les maths, j'en connais un qui a fait la biologie, mais aujourd'hui, c'est un super bon IT, mais vraiment très bon. Donc, moi, après, sur des domaines pointus, vraiment des domaines spécifiques, oui, le diplôme, parce que voilà, tu cherches quelqu'un qui a de la connaissance sur le sujet. Mais pour un professionnel,
moi, voilà, point professionnel, je regarde pas beaucoup le diplôme, mais sur des domaines spécifiques, sur de l'expertise spécifique, je peux même exiger que ce soit un PhD parce que j'attends quelque chose de vraiment pointu. Mais dans des tâches en griffe quotidiennes, sur le plan professionnel en IT, je regarderai un peu plus expérience. C'est ce que je voulais rajouter, partager comme expérience. Super. Ok. Merci beaucoup. Merci à Chivaros, Kevin et José Carlos et Arcadius. Franchement, c'était très, très intéressant. Euh, on a eu des réponses franches. On a eu des questions franches également. Et ça a été, bon, ça a failli être un terrain de ring. Mais on a su rester dans le, comment dirais-je, voilà. Donc, maintenant, je vais retourner la caméra. Kevin et Chivaros, c'est votre tour. Vous avez posé des questions assez compliquées et difficiles. Maintenant, c'est moi qui vous en pose. Déjà, avec les entretiens que vous avez eu à passer, avez-vous l'impression qu'on s'intéressait vraiment à ce que vous savez faire concrètement ou s'agissait-il surtout d'une liste de technologies à cocher? Donc, je vais passer la parole à Kevin. Ok, merci pour la question. Par rapport à mon expérience à moi, je dirais que j'ai pas vraiment eu beaucoup d'entretiens où c'était vraiment lié à, où les entretiens étaient si vagues que ça. C'était vraiment lié beaucoup plus à mon domaine, à ce que l'offre d'emploi recherchait réellement. Mais je sais que j'ai eu une expérience particulière où pendant l'entretien, j'ai fait un test technique où il y avait des questions qui venaient de partout, qui n'avaient carrément rien à voir avec la fiche d'emploi. J'ai carrément coulé, j'ai pas pu faire le test comme cela se devrait. Mais je dirais que c'est vraiment un cas rare qui est venu à un moment donné de mon parcours. Mais sinon, pour tous les autres entretiens que j'ai faits, c'était c'était beaucoup plus lié à la fiche, au profil réellement que la boîte recherche. Donc, pour ma part d'expérience, c'est ce que je peux dire. Ah oui, je vois des réponses dans dans le chat qui disent que c'est vraiment vicieux. Certains ont déjà dit tout à l'heure que beaucoup de boîtes ont fait perdre confiance à beaucoup de développeurs. Et voilà une chose. Il y a même des tests Gorilla. Mais parfait. Givaros, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Quelle a été votre expérience lors des entretiens? Ok. Alors, comme Kevin aussi, hein, je n'ai pas je n'ai pas participé à beaucoup d'entretiens aussi techniques. J'en ai fait principalement deux, deux ou trois réellement d'entretiens techniques. L'entretien avec OpenSI et KPI, c'était très smart. J'ai été contacté sur LinkedIn, j'ai fait l'entretien, euh, on a fait l'offre et voilà quoi. Donc, est-ce que l'offre correspond à ce que je fais réellement aujourd'hui? Pas vraiment, pas vraiment. Donc, après, pour ma deuxième expérience, vraie expérience, c'était pour un profil un peu plus senior. C'était techniquement du système design. On a bavardé sur un problème et tout. Voilà. Euh, voilà comment ça s'est passé. Mais je pense que le secteur d'activité de la personne, le secteur d'activité de l'entreprise, pardon,
collait un peu avec le test technique. Donc, voilà. Ok, parfait. Nous allons passer à la deuxième question. Est-ce que les tests techniques que vous avez passés ressemblaient au travail qui vous attendait au quotidien ou étaient-ils totalement hors contexte? Et si vous avez vécu ce cas, pouvez-vous l'expliquer pour qu'on comprenne? Ok, Ok, bon, vas-y. ok, je vais commencer. Euh, je dirais que les tests techniques que j'ai passés, c'était vraiment des tests techniques un peu sérieux. C'était des tests techniques juste pour savoir, au fait, globalement, si tu savais, au fait, bon, si tu maîtrisais la technologie pour laquelle tu as postulé, c'est-à-dire, par exemple, moi, je fais du flotteur. C'était beaucoup plus pour savoir, au fait, les notions de base. Est-ce que je comprenais, au fait, les petites notions de base? Est-ce que je pouvais faire ci, ça? Donc, ce genre de tests techniques, je les ai vraiment trouvés intéressants parce que ça prenait vraiment le scope de ce que je faisais. C'est vrai, il y avait des questions un peu plus générales, mais ça pouvait passer, ça allait encore. Mais comme je le disais, j'ai eu un entretien réellement où c'était vraiment un test où, genre, c'était un photo. C'est vrai que j'ai fait du MySQL, mais par exemple, il y avait des questions de MySQL très avancées, des trucs que je ne comprenais carrément pas. Genre, j'avoue, ça m'a marqué réellement parce que j'ai vraiment douté de mes compétences à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Mais j'ai compris que sûrement, cette entreprise n'avait pas vraiment, genre, ils ont juste suivi les processus de recrutement où voilà, on dit, on va passer par un site de questions. Ils ont juste généré des questions, ils ont balancé peut-être pour faire du tri. Donc, c'était pas vraiment orienté technologie, ce qu'on devrait vraiment faire, en fait. Donc, je veux dire, la plupart des tests techniques que j'ai fait étaient vraiment cadrés sur ce pourquoi j'ai postulé au poste réellement, mais les autres, cette seule expérience était vraiment catastrophique. Donc, pour ma part d'expérience aussi, c'est ce qu'il en est globalement. Je vais laisser Jevarus continuer. Ok, pour ma part, c'était juste pour savoir si je suis pas un charlatan, hein. C'était juste pour savoir si je savais coder, si je pouvais résoudre les problèmes de façon autonome. Rien à voir avec est-ce que je maîtrisais tel techno ou tel techno ou pas. C'était juste pour ça. D'accord, très intéressant. Moi, j'ai une question à poser à tous, même l'assistance également. Comment négocier son salaire? Moi, j'ai un problème. Comment négocier son salaire? Donc, on va commencer par M. José Carlos. Ok. Comment négocier son salaire? Euh, hmm. Je, je, je vais déposer je vais des notes là et puis j'irai directement droit au but. Je vais parler de l'expérience de Trellix. Récemment, on a eu quelques cas de gens qui ne savaient pas comment négocier le salaire et puis on a élaboré un guide de procédure. On a une culture ici depuis nos débuts. Tout est fait ici on a toute une documentation sur beaucoup de choses. Et on a ce que nous appelons périodiquement des performance reviews. Donc, tous les 3 mois, tous les 6 mois, dépendamment du département, dépendamment du superviseur, il y a un processus que vous devez suivre. Vous devez faire un self-review. Et puis, après ça, il y a le manager, vous convenez d'une date et vous faites le performance review. On vous donne une note. Et puis, il y a une succession de notes qui aboutit à quelque chose.
Et cette séquence aboutit à ce que moi j'appelle souvent une sanction. La sanction peut être positive ou elle peut être négative. Une sanction positive peut être une augmentation des rémunérations. Une sanction négative peut être un avertissement où il faut te remettre au travail. Comment négocier son salaire? Moi et la culture des traders, on se dit ceci. Ce n'est pas le nombre d'années d'expérience. Ce n'est pas parce que vous avez passé 10 ans quelque part que vous avez une augmentation. Non, c'est la compétence. On a besoin de voir que sur la période, vous augmentez en compétence. Si vous arrivez à démontrer que vous montez en compétence, vous demandez à votre superviseur ou RH, disons, bon, j'ai fait tel nombre de temps ici, j'ai monté en compétence, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, et je voudrais une augmentation. Maintenant, il faut faire quelque chose de réaliste. Quand on parlait des recrutements tout à l'heure, là, souvent quand on a des stagiaires, quand ils entendent trader, tu vois, quand on dit combien, c'est quoi votre, comment on dit ça, espérance salariale, ils disent souvent 200 000, 300 000, 400 000 pour un stagiaire. Et c'est souvent que je vois que c'est pas réaliste du tout. Pourquoi je mentionne ça? Parce que de l'autre côté, quand vous demandez une augmentation de rémunération ou négocier son salaire, ah ouais, j'ai oublié, il y a une nuance entre négocier le salaire et une rémunération. Bon, je parle de rémunération, je reviens sur le salaire. Quand vous demandez une augmentation de rémunération, vous devez rester dans la fourchette de ce qui est raisonnable, OK, pour que ça soit réaliste. Et là, le RH voit et ça évolue. Maintenant, comment négocier son salaire? Parce que je viens de remarquer qu'il y a une différence. Quand vous postulez quelque part et qu'on veut vous prendre, je dis toujours ceci aux gens. Quand est-ce qu'il faut négocier la rémunération? Ça, c'est négocié à quel moment? Souvent, les gens vont me dire quand l'entretien finit, ceci, cela. Mais le problème, c'est que les gens ne savent jamais quand l'entretien finit. Parce que nous, à Trailix, par exemple, au début, quand j'avais commencé, on avait un processus d'entretien qui pourrait durer 2 mois. Maintenant, c'est streamline, c'est 1 semaine max. OK? 1 semaine max parce qu'il y a des logiciels, il y a tout un algorithme qui est mis dedans. Et je dis toujours aux gens, on commence à négocier la rémunération quand on a l'offre. Quand on vous appelle pour dire, nous voulons vous recruter pour tel poste, vous savez que vous avez l'offre, ça veut dire que vous savez que vous avez anéanti la compétition. Donc, parmi toute la compétition que vous ne connaissez pas, que vous connaissez, vous avez démarqué, vous êtes là, on vous veut, vous avez de la compétence, on vous cherche. Quand on vous cherche, là maintenant, vous avez carte sur table, vous pouvez dire, bon d'accord, quelle est la prétention salariale? On vous dit, bon, on a prévu pour le poste 100 000, mais vous pensez que vous valez 250 000. Et c'est là que vous négociez, vous dites, oui, ben, je pense que je peux faire si, ça avec vous, et je voudrais telle rémunération si ça ne vous gêne pas. Ils vont discuter. Si vous voulez vraiment, hein, ils vont discuter. Vous allez revenir à un bargain price, un middle ground où vous serez OK. Parce que, faut pas oublier, en négociation, quand vous tracez la courbe pour les négociations, si par exemple vous voulez un salaire de 250 000, vous n'allez pas dire à l'employeur que vous voulez 250 000, ça ne se fait pas. Vous pouvez dire vous voulez 350 000 ou 300 000 et le temps que ça diminue, là, comme on fait souvent avec quand on va au marché ou bien quand on fait avec les quelqu'un, quand on prend Zim. C'est comme ça marche. Parce que si vous dites votre prix, chacun va vouloir prendre avantage de l'autre. C'est l'instinct humain, c'est le business, c'est comme ça que ça, et puis c'est comme ça marche. Donc, il faut être smart. Mais ça commence au moment où vous avez l'offre. Si vous n'avez pas l'offre, s'il vous plaît, parlez pas de salaire. C'est ce que je recommande. Merci.
Parfait, j'espère que vous avez bien compris et que la prochaine fois, vous saurez comment négocier votre salaire, que ce soit augmentation salariale ou euh, premier entrant. J'ai Lionel qui a levé la main. On va prendre la question de Lionel rapidement. Jonathan et Gabriel, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Merci. Oui, Lionel, vous pouvez y aller. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais dire quelque chose que beaucoup ne vont pas apprécier peut-être. Monsieur Carlos ne va peut-être pas apprécier, mais j'ai toujours dit en fait, une boîte qui me demande de négocier mon salaire, c'est un red flag pour moi. Parce que honnêtement, les boîtes savent très bien ce qu'elles peuvent vous payer. Selon moi, une boîte, en fait, a pour chaque poste une grille salariale où tout le monde devrait être, en fait, au même salaire, au même poste. Bon, il y a des exceptions, hein, des gens exceptionnels qui ont des avantages, mais en fait, quand vous êtes au même poste, hein, en fait, il faut avoir les mêmes salaires pour tout le monde parce que vous avez créé des frustrations dans la boîte. Je suis là, peut-être je suis dev, je suis à 500 000. Quelqu'un d'autre qui est là au même poste que moi, il est à 800 000. Ça crée des frustrations, en fait. C'est qu'en fait, une bonne boîte doit avoir une grille salariale et mettre tout le monde au même salaire. Vous allez voir les boîtes aux États-Unis, en Europe, quand il y a une offre, on vous met en fait la grille salariale là, et vous savez à quoi vous attendre. Mais c'est chez nous ici là où il y a vraiment, excusez-moi, il y a nos RH en fait qui essaient de niquer les gens. Parce que plus les RH vous paient moins, plus il y a des avantages. Monsieur Carlos, j'ai vécu ça, j'ai plein d'exemples. Donc en fait, une bonne boîte en fait doit vraiment avoir une grille salariale pour savoir combien il paie pour un employé qui a un poste. C'est un peu mon avis. Merci beaucoup. Je peux revenir sur ça? Je peux revenir sur ça? D'accord, monsieur. Oui. Allez-y. Je pense que toute boîte qui se respecte a une grille salariale. Ça, c'est vrai. C'est normal. OK? Mais il y a toujours la possibilité de négocier. Il ne faut jamais oublier ça. Il a donné l'exemple des États-Unis et de l'Europe. Je pense que la législation en France est différente. OK? Mais moi, je maîtrise les États-Unis. Et ça, même si on met l'offre, on dit, voilà le poste, voilà combien c'est, il y a toujours moyen de négocier. Toujours. Ça, là, il ne faut jamais rater cette opportunité-là. OK? Il y a toujours, comment on appelle ça? Bon, je veux dire, quelqu'un paie 300 000, l'autre à 800 000 pour le même poste. Bon, c'est exagéré, ça c'est vrai. Mais il y a toujours possibilité de négocier. Il y a toujours there's room for improvement, comme on dit en anglais. Toujours, il ne faut jamais oublier ça. You have to sell yourself. Non, vous devez vous vendre. Il ne faut pas oublier ça. On vous prend, il y avait l'autre qui m'avait recommandé, mais c'est vrai, on vous prend pour votre compétence. OK? Mais si on dit, bon, vous êtes juste 150 000 et vous-même vous achetez 150 000, vous ne savez pas vous vendre, je suis désolé. Vous devez savoir négocier. OK? Il ne faut pas juste exagérer, mais rester dans une fourchette donnée. C'est ce que j'ai ajouté. Parfait. Merci beaucoup, monsieur José. Donc, ce que moi je retiens, c'est que vous devez connaître votre valeur et savoir négocier votre salaire. C'est très important. Vous savez ce que vous valez sur le marché. Alors, n'hésitez pas et n'exagérez pas. N'exagérez pas aussi. Bon, nous sommes en train d'aller à la fin de ce meet-up, de ce talk. J'ai une dernière question à toute l'assistance. Donc, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Déjà, comment évaluez-vous la pertinence des tests techniques, sachant que nous sommes à l'ère de l'IA? Par exemple, pour un entretien d'embauche, vous proposez des tests techniques à quelqu'un qui est devant son PC et puis vous savez pertinemment que cette personne-là peut utiliser l'IA pour aller très vite et montrer qu'il sait faire le job. Et pensez-vous que les tests techniques devraient encore se faire sans aucun outil d'assistance ou on devrait y aller avec le cerveau directement? Par exemple, vous appelez la personne en présentiel et puis la personne démontre ce qu'il sait faire en live. Merci. Donc,
À qui le tour? Qui veut prendre la parole? Vous pouvez lever la main et répondre. C'est ouvert à tous. Vous n'étiez pas timide, hein? Ou bien que je reformule la question. OK, Monsieur Kevin, vous pouvez y aller. Ok, bon, par rapport à ça, par exemple, là où je suis à Jammu, la dernière fois, par exemple, on a fait un recrutement la dernière fois. Et on a fait le recrutement, c'était un technical lead qui devait nous rejoindre. Et ce qui s'est passé, souvent à Jammu, on fait un truc qu'on appelle le take-home, genre un exercice que on fait à la maison. Genre, vous faites soumettez ça, vous mettez ça sur votre GitHub. Et voilà, il y aura un reviewer qui va passer dessus, qui va lire le code, voir si c'est bon ou pas. Et ce n'est qu'après ça que vous allez passer euh, à la prochaine étape. Et je pense que c'est une pratique courante chez les entreprises aussi. Euh, il s'est avéré que on a clairement remarqué qu'il y avait des profils, malgré ce profil de lead qui est, genre, en tant que technical lead, c'est que vous avez vraiment beaucoup d'expérience, vous savez ce que vous faites. Il y en a qui ont carrément codé le projet. Et ça se voyait clairement. Donc, par exemple, il n'y avait pas d'outil d'IA qui est passé derrière, par exemple, pour éliminer ce genre de cas, mais il y avait vraiment une lecture derrière. Quand je dis une lecture, c'est quelqu'un qui s'est assis, qui a regardé dans le code, qui a vu comment la personne a écrit le code, comment la personne réfléchit. Mais clairement, s'il y a un code qui a été écrit avec de l'IA aujourd'hui, je pense que quand vous avez une certaine maturité dans le développement, vous allez pouvoir reconnaître ça très, très rapidement, en fait. Donc, ça, par exemple, c'est une manière de procéder que nous on fait. Donc, il y a le staff ou voilà, un lead développeur qui va lire au fait tous les codes, qui va voir à peu près comment la personne réussit, si la personne a bien fait. Et si c'est pas codé, clairement, ça va pas passer. De toute façon, on veut quand même que la personne ait une réflexion derrière, qui mette un peu du sens dans ce qu'il écrit. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec ça parce qu'on dit aujourd'hui, on est à l'aide de l'IA, il faut qu'on utilise les outils derrière. Mais je pense que quand même, il faut, dans ce genre de tests, si c'est vraiment des take-home, il faut quand même le faire proprement et soi-même. Et après, normalement, il y a d'autres phases pour démarquer, pour voir comment vous réfléchissez, pour vraiment faire la différence. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est ce que je peux dire. Parfait, merci Monsieur Kevin pour la réponse. Je pense que il y a Lionel qui est revenu, qui veut prendre la parole. Lionel, vous pouvez y aller. Non, non, désolé, j'avais juste oublié de baisser la main. Désolé. Parfait. Vous avez d'autres questions, vous avez d'autres apports. Il y a Igor qui a dit qu'il a une question pour Carlos. Comment gérez-vous une situation où un candidat se sous-évalue lors de la négociation salariale? Par exemple, vous avez prévu un budget de 500 000 pour le poste et le candidat possède le profil recherché, mais il annonce une prétention salariale de seulement 300 000 francs. Comment faites-vous? On est content pour lui. C'est tout ce que je peux dire. Ah ah, ouais. Non, mais en fait, je vais réagir sur cette question. Je vais réagir sur cette question parce que c'est du vécu et avec du recul, je l'analyse autrement et très froidement. En fait, quelqu'un qui se sous-évalue en termes de salaire, malgré qu'il a le profil, il coche les cases de l'expérience que moi j'ai vécue. Ce que nous avons fait, on s'est entendu avec l'administratif, le RH, pour lui payer le salaire qu'il a demandé sur les 3 premiers mois. Et ensuite, si vraiment ce qu'on pensait de lui, il le coche, on l'augmente. C'est-à-dire, tu demandes 300 000, on va te payer 300 000 sur le premier ou le deuxième mois. Le troisième mois, on va t'augmenter à 500 000. Tu seras hyper content, comme si, voilà, ça c'est la meilleure boîte du pays et ça marche toujours. Ouais.
Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je vais juste faire mon retour d'expérience, je pense, avant, je pensais vraiment qu'il faut, quand quelqu'un se sous-évalue, il faut le mettre à la valeur qu'il devait être. Aujourd'hui, je le pense de moins en moins. Je pense que si quelqu'un se sous-évalue, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Moi, je pars vraiment du principe que à partir du moment où tu signes un contrat, tu acceptes les conditions d'un contrat. C'est-à-dire que tu as fait un calcul, tu estimes que 300 000, ça te va. Je peux te payer 500 000, mais je te paye les 300 000. Et ça ne m'embête pas dans un mois ou dans 2 mois de te payer les 500 000 parce que j'estime que tu as vraiment prouvé que tu coches les cases. Et donc aujourd'hui, systématiquement, je ne vais plus me retrouver dans la position où un développeur pour être spécifique qui se sous-évalue, un développeur qui arrive par exemple sans expérience, qui dit OK, 50 000 juste pour le déplacement, ça me va, ou 75 000 pour le déplacement, ça me va, alors que de base, je paye 150 000 pour mes profils en entrée. Je ne vais pas dire non, tu as demandé 75 000, mais je te paye 150 000, non. Je vais te payer les 75 000, mais ensuite, je verrai avec, en quelques semaines et t'upgrader. Dans tous les cas, j'atteins mon objectif et toi également, tu es un peu plus valorisé. Voilà le commentaire que je voulais faire dessus. Merci beaucoup, Monsieur Arcadius. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Vous devez connaître votre valeur sur le marché, bien négocier votre salaire. Et à des niveaux donnés, même si vous négociez mal, on peut vous faire une faveur après les premiers mois. Alors, je pense que nous allons boucler ce talk sur ces derniers mots. Merci à tous et surtout, abonnez-vous à notre page, c'est Python Bénin, sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, partout où le besoin se fera sentir. Si vous voyez Python Bénin, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et nous avons beaucoup d'autres talks qui se font et qui viendront également. Si vous voulez une partie de ce talk, vous pouvez le mettre en commentaire sur les publications de Python Bénin. Merci à tous, merci à Python Bénin, merci à nos guests José Carlos, Acadius, Kevin, Givaros. C'était impeccable. Merci à l'assistance également. Vous avez été très enthousiaste dans le chat et dans le talk également. Ça a été un plaisir et ce fut un plaisir pour moi d'animer un talk pareil. J'espère qu'il y en aura d'autres et je serai invitée. Merci à tous et passez une très belle soirée. Bye.